Ah, perdu l'habitude. Eh ben, pour ce premier épisode, je vais pas dire salut, c'est Seb, mais bienvenue. Bienvenue dans un épisode zéro. On n'a pas encore choisi le nom de cette émission qui reviendra sans doute, qui évoluera sans doute au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, on va dire que c'est la grosse émission. Si on la poste sur YouTube ou un endroit où il y a des commentaires, on vous invitera à laisser un petit mot pour voter pour le nom de l'émission. Mais disons, bienvenue dans cet épisode 0 de la grosse émission. Salut Julien, ça fait une éternité qu'on n'a pas fait une vidéo ensemble. Ça fait une éternité qu'on n'a pas montré nos vidéos, d'ailleurs, nos visages en vidéo. Quoi neuf? Bah ça va, on est en pleine promo Black Friday en ce moment, donc ça se termine bientôt. Et si en fait, je sais que la dernière fois qu'on a fait une vidéo, c'était sur la chaîne scrap.io, c'était pour faire du coaching cold emailing, je crois. Et c'était avec StreamYard d'ailleurs. Ah, t'étais passé quand il y avait Jason. Quand il y avait Alexandre. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça remonte un peu du coup. Ça remonte à Ouais. une grosse année. Ouais, ça remonte un peu quand même. Ouais, alors on est effectivement en plein Black Friday, enfin en fin de Black Friday, mais je pense que pour les gens qui regarderont ou qui écouteront en fait cette émission, on sera déjà un petit peu plus avancé que ça, mais ça sera effectivement l'occasion pour nous de faire un petit point de ce qui s'est passé, de ce qu'on fait en ce moment, de ce qu'on va prévoir essentiellement sur scrap.io, mais pas que. Je pense que quand on Aïe. refera ce format, oui. Non, j'ai eu un freeze. Je sais pas si ça vient de chez toi ou Ah, chez moi, aucune mais idée, ça va, mais c'est ça, c'est les reparti. problèmes techniques du premier épisode, de l'épisode 0, celui où tu essuies les plâtres. Donc, ouais, on va faire un petit point de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire, et puis de ce qui s'est passé un petit peu depuis ces derniers mois. Donc, Black Friday, tu disais. Alors, pourquoi le Black Friday? Déjà, c'est un truc qui est assez intéressant. J'ai eu plein de questions, moi, à un moment. C'est le Black Friday en B2B, est-ce que ça fait vraiment sens? Puisque là, on l'a fait pour qui est une app quand même qui se destine essentiellement au B2B. Et donc, c'est un marché pour lequel tu peux te dire que ça fonctionne un peu différemment des gens qui ont acheté une télé sur Amazon ou sur ces discounts, quoi. Bah franchement, en fait, nous on l'a fait la première fois, on l'a fait l'an dernier. Juste parce qu'il y avait un client qui nous avait demandé sur le support est-ce que vous faites une offre Black Friday. Et on se dit ouais, pourquoi pas en fait, hein, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas. D'un point de vue stratégie, en fait on l'a raisonné en se disant que on avait en moyenne 3 mois de rétention sur en tout cas sur des gens qui vont rester abonnés 3 mois puis se désinscrire, revenir, etc. Donc si on fait une promo, on les laisse abonner 1 an, donc 12 mois pour le coût de 6 mois, on est quand même gagnant. Donc on s'est dit voilà, on peut le faire de toute façon, on n'a rien à perdre. Et finalement ben, ça a plutôt bien marché. On a été assez surpris des résultats. Ouais, sur l'an dernier. Donc cette année, c'est pareil, on a à peu près les mêmes résultats. Donc, enfin, un petit peu en croissance, mais ouais, non, il y a plein de mecs qui ont des théories sur est-ce que le Black Friday c'est adapté en B2B ou pas, machin. Nous, on est franchement dans l'approche, on se dit, on sait pas, on teste et ça a marché. Donc voilà. Peu importe après sur les théories, voilà. On avait une vieille expression en télémarketing qui consiste à dire un professionnel, c'est jamais qu'un particulier au boulot. C'est-à-dire qu'en fait, la psychologie humaine, elle est la même en réalité. C'est pas forcément le même argent que tu dépenses, mais je veux dire que les réflexes qui te conduisent à l'achat, l'urgence, la promo, le truc un peu de rareté et d'exclusivité, parce qu'il faut quand même préciser aussi que ça fonctionne très bien dans ce qu'on fait, c'est parce qu'on fait aucune autre promo du tout sur scrap.io. Donc c'est vraiment une seule et unique promo par an. Et c'est aussi ça qui fait la rareté et l'urgence et qui fait que ça fonctionne bien. Mais pour le coup, la psychologie d'achat reste la même, effectivement. Et c'est vrai que ce qui est plus étonnant, c'est que les tickets sont beaucoup plus élevés puisqu'on a des abonnements qui commencent à 50 balles par mois, qui vont jusqu'à 500. Donc 12 mois d'affilée, même avec 50% de réduction, ça fait un gros billet, un gros ticket. Mais finalement, eh bien, il y a beaucoup de boîtes, beaucoup d'entrepreneurs qui finalement voient ça comme une dépense qu'ils vont annualiser, qui vont lisser dans le temps et qui leur permet aussi d'avoir aussi ça, ce qu'on a fait en offre Black Friday, c'est faire quelque chose qu'on ne fait pas non plus au-delà du prix, habituellement, c'est le report des crédits. Donc d'apporter quelque chose où finalement ils se disent, je capitalise finalement sur cette promo. Ouais, et d'autre part, en fait, tu disais quelque chose d'intéressant dans ce que tu as dit, c'est le fait qu'on ne fait jamais d'autres promos. Alors ça, c'est dû à un raisonnement qu'on a, c'est que dans la logique où il y a beaucoup de SaaS ou d'entreprises qui font des promos, moi, ce qui me dérange, et ce qui dérange Sébastien aussi, dans cette idée, c'est qu'on va avantager les nouveaux clients par rapport aux gens qui sont arrivés avant. Donc moi, par exemple, j'ai eu Mm-hmm. l'exemple, je suis dans une salle de sport,
Et je suis venu un mois, je voulais prendre un an, j'ai pris un an. Donc, ça m'a coûté 500 balles ou je sais pas quoi. Puis, une semaine après, ils faisaient une promo, moins 50% sur l'année, tu vois. Et quand tu as payé le plein prix juste avant, tu dis, c'est quand même un peu moyen, quoi. Tu te sens un peu floué, quoi. Et donc, du coup, nous, en fait, la seule promo qu'on fait, c'est sur le Black Friday et c'est uniquement sur des plans annuels. Donc, il y a des gens qui viennent nous demander si on fait des promos sur les plans mensuels. Non, on n'en fait pas parce que ce serait avantager des gens qui rentrent après par rapport à des gens qui sont rentrés avant, ce qu'on ne veut pas faire, en fait. Voilà. C'est exactement ça, et ça fait partie des règles en fait d'un business. C'est vrai que chacun voit un peu comment il veut faire, mais c'est vrai que moi j'ai souvenir en tant que client d'être fâché à vie avec certains logiciels pour des pratiques commerciales qu'ils ont certes le droit de faire, mais que je trouve limite en fait sur ce principe-là, c'est-à-dire d'être un peu, de dire putain, je paye depuis 5 ans un truc, et ils font un tarot qui est 2 fois moins cher au mec qui vient d'arriver, qui a jamais lâché une thune, alors que moi qui les ai quand même aidés entre guillemets tout C'est au long ça. de ces années-là, ils ne te lâchent pas un avantage supplémentaire. Moi, je crois beaucoup en fait en cette, et je crois qu'on a cette vision commune avec l'idée de travailler dans le temps avec les gens et puis de remercier les gens pour leur Pour leur fidélité, même si système. c'est un Ouais. échange commercial. Mais je veux dire, c'est aussi ça en fait qui fait tourner les boîtes. Donc, on est dans des relations humaines et effectivement, quand un client, il aime bien se sentir un peu privilégié, un petit peu chouchouté, plus que quelqu'un qui vient d'arriver. Et ça aussi, c'est humain, c'est quelque chose en tant que client que moi j'aime bien, quoi. Ouais, non, il y a pas mal de trucs qu'on ne veut pas faire. Bah déjà, si je disais on n'avantage pas les nouveaux clients, c'est qu'en fait, j'ai oublié de le préciser, on a quand même 99% des clients qui sont sur un abonnement mensuel. Donc, finalement, il y a des gens qui rentrent sur de l'annuel, sur un tarif plein, mais en fait, ça représente une extrême minorité. Donc, il y a ce point-là. Il y a d'autres choses. En fait, moi, j'avais parlé notamment avec une personne qui faisait des SaaS et qui faisait par exemple, de la récupération de gens qui essaient de se désabonner. Et lui disait, nous, on met des discounts à ce moment-là, c'est-à-dire que les gens qui essaient de se désabonner, on leur propose de rester pour moins 50%. Et ça marche super bien. Et moi, je lui dis, ouais, mais ça, nous, on ne veut pas faire parce que c'est moyen, quoi. En fait, si tu offres un discount de moins 50% à quelqu'un qui essaie de se désabonner, il va dire, ouais, pourquoi j'ai pas eu ce discount au début? C'est Pourquoi est-ce ça. qu'il faut que je me désabonne pour payer 2 fois moins cher, en fait? Donc, il y a des trucs qui marchent, mais qu'on ne veut pas faire pour des questions de principe, en fait. Et voilà. Il y a ça, et puis parfois, il y a toujours un revers à la médaille, c'est-à-dire que tu attires un certain type de client avec ce type de truc. LinkedIn, par exemple, je sais, on l'a suffisamment fait aussi, tu passais sur le premium, tu pouvais te désabonner et il te filait, je crois, quelques mois gratos et tu revenais après, tu pouvais le refaire en fait 2 fois dans l'année, en fait, ce truc-là. Mais ça induit pas forcément de bonnes mécaniques, je trouve, du moins, c'est pas forcément les clients avec lesquels tu as envie de bosser non plus, quoi. Des chasseurs de gratuits ou des mecs qui vont essayer de te gratter le moindre truc parce que c'est un mauvais réflexe que tu vas retrouver aussi dans les comportements après derrière. Les mecs, ils vont toujours essayer de gratter un peu à chaque fois. Quand tu es une énorme boîte, effectivement, un truc comme Zoom le fait, ce type de promo aussi, quand tu mets en pause ou quand il te propose, je ne sais plus combien de pourcents, mais même mécanique, quoi. Donc, tu es toujours un peu dans le truc de la tentation de te dire, bon, tu évalues, quoi. Et tu essayes toujours de jouer un peu avec le système après, une fois que tu as compris qu'il y avait ce type d'option. Quand tu l'utilises pas tout le temps, quand tu n'as pas besoin. Et nous, on est typiquement un SaaS, en fait, on n'a pas une récurrence innée de modèles. C'est-à-dire qu'un Lemlist, une fois que tu as mis tes campagnes en route et machin, tu coupes pas l'abonnement. C'est soit tu arrêtes parce que tu fais plus de call mailing, soit en fait, quand c'est lancé, tu déménages pas, tu restes abonné longtemps en fait. Nous, on est un peu plus dans un format où les gens ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent, parce que tu n'as pas besoin de scraper tous les restaurants de France tous les 4 matins, quoi. C'est une fois de temps en temps, ou alors tu vas le faire d'un bloc et tu vas revenir quand tu as fini de purger tous tes fichiers, ou bien tu vas en prendre un petit morceau de temps en temps et tu n'as pas besoin d'un gros abonnement. Et on est dans un truc, effectivement, on est un peu du consommable, entre guillemets. Donc, les gens, effectivement, ont cette mécanique un peu on-off qui est le défaut du système, mais qui est aussi l'intérêt du truc, où les gens peuvent acheter très vite parce qu'ils ont un besoin immédiat et qu'il n'y a pas d'autre option, en fait, facile sous la main pour résoudre leurs problèmes. Ouais. Bah, il y a un truc qu'on a notamment fait, plutôt que d'essayer de les faire rester de manière artificielle en offrant un discount, il y a un truc qu'on a fait, c'est la mise en pause, par exemple des abonnements. Donc Ouais. maintenant, tous les clients, c'est même pas lié à quand est-ce qu'ils sont rentrés, ils sont rentrés avant, pendant, après, je sais pas, mais tous les clients peuvent mettre en pause leur abonnement de 3 mois et quand ils essaient de se désabonner, ils ont 3 mois de plus pour utiliser leur crédit. Donc en fait, nous, on essaie d'avoir des mécaniques commerciales qui avantagent tout le monde, en fait.
mais qui sont quand même rentables pour nous. C'est quand même l'idée, tu vois. On n'a jamais parlé de la pause, mais c'est intéressant justement que les gens sachent en fait la pause. Ça, c'est pas juste bon, tu mets ton abonnement en pause et c'est quoi l'avantage par rapport à annuler ton abonnement, par rapport à et le reprendre dans 3 mois, par rapport à le mettre en pause. En fait, c'est que si tu envisages de revenir dans 3 mois, si tu mets ton abonnement en pause, tu as 3 mois pour accéder à l'outil, donc pour faire des recherches, tu as 3 mois pour utiliser tes crédits si tu ne les as pas finis, et tu vas garder tes exports. Ce qui permet, dans 3 mois, si tu reviens, par exemple, avec la nouvelle feature qu'on a livrée, d'ailleurs, c'est ce que tu voulais dire au début, on voulait parler des nouveautés, avec la nouvelle feature qu'on a livrée qui permet justement d'exporter uniquement les nouveaux établissements Google Maps et les nouveaux emails. Tu peux mettre ton abonnement en pause pendant 3 mois, revenir dans 3 mois et reprendre un abonnement. Tu as gardé tes exports parce que tu as mis en pause, tu n'as pas annulé ton abo complètement et tu prends uniquement, tu récupères uniquement les nouvelles fiches Google Maps et les nouveaux emails. Ouais, voilà. Pour faire très simple, donc quelqu'un qui rentrerait aujourd'hui, qui prendra un abonnement, il peut extraire les restaurants de France, tous les restaurants de France ou les restaurants de Toulouse, par exemple. Il peut mettre son abonnement immédiatement. Il revient 3 mois après et il va pouvoir faire un différentiel en relançant la même recherche et en excluant ceux qui sont déjà extraits de son précédent export. Il va se retrouver uniquement avec les nouveaux établissements. Il ne sera facturé que sur les nouveaux établissements exportés. Donc, s'il y a 100 nouveaux restaurants dans sa recherche, il va être facturé de 100 crédits, en fait, qui correspondent uniquement aux nouveaux. Et ça, c'est possible quand on peut garder, en fait, en mémoire, mais ça consomme beaucoup de place. C'est pour ça qu'on peut le faire que pour les clients actifs ou en pause, parce que les clients qui se désabonnent, effectivement, on va, au bout d'un certain temps, supprimer leur export pour nettoyer, en fait, l'espace que ça prend, parce qu'il faut garder une trace pour qu'on puisse ensuite faire le différentiel. C'est-à-dire, je t'ai livré ça, tu as récolté ça, voilà le delta, quoi. Et ça, il faut le faire, être capable de le faire individuellement pour chaque client et pour chaque fichier. C'est pour ça qu'on peut le faire uniquement pour des gens qui sont actifs ou en pause, quoi. Ouais, parce que ça représente des volumes qui sont quand même assez importants. Si des gens, ils exportent... Ouais, c'est ça. Là, on a une table, juste la table des résultats, elle fait plus de 50 millions de lignes. Donc, voilà. Ça fait quand même, c'est quand même beaucoup. Voilà. En gros, pour parler un peu de chiffres, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte en fait, de ce que ça représente Scrap, Google Maps. On a combien de fiches pré-scrappées? Il faut savoir, en fait, je fais juste une petite intro sur le truc, c'est que on a une base de résultats qu'on présente quand on va faire une pré-recherche. En fait, on va être capable de montrer les premiers résultats, d'avoir une approximation du comptage. Et ensuite, quand un client lance un export, on va reprocesser tous les résultats, on le remet à jour. Et ça nous permet en fait de pouvoir présenter une partie des trucs, pouvoir filtrer les résultats aussi, et donc avoir une pré-base. Donc c'est pour ça qu'on a des chiffres. Il faut garder en tête que tout ce qu'on fait ensuite, derrière, c'est relancer systématiquement, quand il y a un export qui est fait, le scrapping des fiches Google Maps et des sites Internet pour reprocesser toutes les informations qu'on a gardées, nous, des précédents exports, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit toujours à jour pour quelqu'un qui l'exporte. Voilà. Du coup, sur la page à propos du site, j'ai mis qu'on était à 200 millions de Google Place Index. Je suis dans la version anglaise, donc de places en établissement indexé. Mais en fait, si je regarde, on est à 200 aujourd'hui. On est à 274 405 000. Sachant qu'on garde les établissements fermés pendant environ 1 an avant de les supprimer. Donc, dans la base, il doit y avoir quand même un certain nombre d'établissements fermés. Après, ça représente peut-être 5%, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas non plus énorme, mais oui, il y en a beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de résultats. Oui. C'est intéressant, ça veut dire que ça continue de croître en fait, parce que passer de 200 à 275, ça fait quand même 37% de plus. Même si tu en as 5, les 10% même qui sont fermés, dans le lot, ça fait quand même beaucoup d'établissements. Ouais. Après, je ne sais pas si c'est notre méthode de scrapping qui va le faire plus en profondeur à chaque repassage. Je pense pas, parce que on dit aux clients, s'ils trouvent un établissement manquant, qui nous l'envoie au support. On n'a pas beaucoup de messages de ce type. Donc oui, c'est une bonne. Ça doit être un peu de tout en fait. Ça doit être un peu des établissements qui sont fermés, un peu de repassage qui nous permet d'en trouver encore plus dans des petits shops, dans des petites localités, et à la fois aussi des entreprises qui sont créées sur Google Maps. Ouais.
Ouais, mais c'est pas anodin, quoi, en fait. Mais c'est marrant, tiens, d'ailleurs, ça recolle avec un sujet qu'on a abordé il y a peu de temps et qui était la techno qu'on utilise et ce que ça produit en effet. C'est-à-dire, on a bossé sur un contenu, en fait, pour faire un comparatif avec la méthode d'extraction de Phantom Buster. Donc, un concurrent qui fait plein d'autres choses, mais il se trouve qu'ils font aussi, en fait, de l'extraction Google Maps. Leur techno, en fait, eux, elle est très différente de ce qu'on fait. Et ça produit des résultats qui sont excessivement différents au final, puisqu'on a fait une vidéo complète là-dessus il y a un an derrière. On arrive quasiment à des résultats qui sont de 1 à 2, pour une raison qui est simple, c'est que pour le faire avec Phantom Buster, aujourd'hui, on va aller sur Google Maps, on va taper, je ne sais pas, restaurant Toulouse, et en fait, on va coller cette URL directement sur Phantom Buster ou bien dans un Google Sheet, et ensuite, il va processer ces résultats-là. Sauf que, en fait, quand on le fait de cette manière-là, Google va limiter le nombre de résultats qui sont accessibles. C'est-à-dire, vous pouvez faire l'essai, en fait, depuis votre navigateur. S'il y a 5000 restaurants en résultat, vous ne verrez jamais les 5000. Vous en verrez quelques centaines. Je crois que c'est 120 ou 180 de mémoire, un truc du genre. C'est-à-dire que tu n'as pas accès, comme sur Google, tu n'as pas accès à tous les résultats de recherche. Si tu fais n'importe quelle requête sur Google et qui dit qu'il y a plus de 1000 résultats, tu en verras quelques centaines. Tout le reste, Google ne donne jamais son index en entier. Et ce qui fait qu'au final, pour quelqu'un qui voudrait extraire un pays, par exemple, en le faisant avec la méthode Phantom Buster, il faudrait déjà qu'il fasse une requête. Donc, par exemple, restaurant Toulouse, restaurant Paris 1, restaurant Paris 2, restaurant Paris 3, restaurant Paris 4. Bref, tu as compris l'idée, sur toutes les communes de France. Et pour les grosses communes, il faudrait décomposer pour essayer d'arriver d'être tout le temps en deçà de 180, on va dire 120 requêtes, 120 résultats à chaque fois. Et ça te fait un fichier, puisqu'il y a 34 955 communes en France, de plus de 40 000 lignes en fait. 40 000 lignes pour arriver à faire cet export-là. Et on l'a fait pour la blague, mais au final, cette manière de procéder fera que tu auras que la moitié des résultats que nous, on est capable de détecter, à peu près la moitié. Sur les restaurants, on ne l'a pas fait sur toutes les catégories parce que ce serait un travail titanesque qui ne nous sert à rien, mais en revanche, il y a un vrai écart qui est lié finalement à la manière avec laquelle c'est scrappé en fait. Et c'est pas anodin, surtout pour des gens qui veulent parler à, par exemple, tous les restaurants, tous les coiffeurs ou tous les gens d'une cible très précise qui est limitée. Par essence, je ne sais pas, quand tu t'adresses aux épiceries fines en France, tu en as quelques milliers, il y en a pas, ils ne se reproduisent pas, quoi. Donc quand tu perds la moitié de ta cible et que tu n'arrives pas à l'avoir, c'est quand même un problème, quoi, en soi. Et je pense que ouais, sur ce point-là, sur le côté exhaustif, je pense que le fait d'avoir passé, repassé, repassé la France, je pense qu'on commence maintenant à être vraiment exhaustif, quoi. En France, alors j'avais fait, même sur même au-delà de Phantom Buster, on avait demandé à certaines personnes combien ils avaient d'établissements. Ils étaient autour de 2 millions d'établissements sur Google Maps, voire peut-être 3 millions, les plus gros, tu vois. Même on avait un client qui nous avait, en fait, il nous avait envoyé une demande et il nous disait est-ce que je peux vous acheter tous les établissements de France? Et il nous avait fait une comparaison avec un autre. Il disait lui, il a tous les établissements, il nous propose tel prix pour tous les établissements de France, soit 2 ou 3 millions. Et moi, je lui dis mais non, mais en fait, nous, il y en a 6 millions chez nous. Donc, t'as pas les bons chiffres, quoi. Et je pense que ouais, on a vraiment un avantage là-dessus, c'est le fait d'avoir repassé la France. Ça fait 3 ans qu'on rescrape la France, donc ouais, on est vraiment partout, quoi. Je pense que maintenant. Ouais, c'est ça. C'est qu'on a un process qui est au-delà des clients qui vont finalement faire en sorte que notre base elle soit à jour. On va aussi la reprocesser parce qu'il y a des catégories qui sont moins demandées que d'autres. Donc régulièrement, en fait, on va reprocesser de nous pour avoir notre pré-base qui soit toujours à minima à jour. Et les clients, eux, qui vont faire, par exemple, quand ils recherchent restaurant, ben, on va avoir un index qui se remet à jour et qui sera beaucoup plus propre, beaucoup plus clean, sachant que c'est une des catégories les plus demandées. Donc c'est forcément celle qui est la plus souvent à jour. Et celle, je ne sais pas, des horticulteurs, par exemple, qui est sans doute beaucoup moins demandée, elle va être marginalement moins à jour. Donc c'est pour ça qu'on reprocesse aussi en automatique certaines partie nous-mêmes, en fait, avant même qu'elle soit demandée par les clients. Alors attention au côté mise à jour. Si on demande les horticulteurs, il faut bien préciser qu'à chaque fois qu'on fait un export, c'est toujours mis à jour. Hein. Il n'y aura jamais de résultats qui ne seront pas à jour. C'est juste qu'on sera moins passé, on aura moins rescrapé les horticulteurs sur toute la France. Mais après, les résultats qu'on crache sont toujours à jour. Ça, c'est sûr. Voilà.
Ce que je voulais dire, c'est surtout qu'on avait un scrapping périodique qui était indépendant de celui qui était fait par les clients, commandé par les clients. Exactement. C'est-à-dire qu'on mettait nous-mêmes à jour, comme on repasse tous les pays régulièrement, qu'ils soient ou pas demandés par les clients. Parce que ça nous permet d'avoir des données tout le temps fraîches et de toujours avoir en fait notre index à nous qui nous sert à présenter les résultats, avoir des datas, des stats qui soient toujours le plus pertinent possible. Alors évidemment, on ne peut pas repasser les États-Unis tous les matins. Ça ne ferait pas sens dans leur totalité. 4000 catégories sur 51 États, c'est juste délirant. C'est combien les États-Unis en nombre de business? 35 C'est ce qu'on millions? fait, hein, juste pour te couper, on le fait, on passe toutes les catégories sur tous les États, sur toutes les villes des États-Unis, hein, donc il n'y a pas de souci. Ouais, mais pas tous les Mais matins. ouais, Je sais. non, pas tous les matins, effectivement. Mais non, je sais pas, c'est quand même assez. Non, je sais plus combien. Il y a au moins 40 millions, je crois. Enfin, je dis ça de tête, mais ça doit être plus que ça maintenant. Je crois, C'est vraiment un chiffre que j'ai c'est gigantesque. C'est eu gigantesque. il y a longtemps. Ouais. Et il faut comprendre qu'on le fait par ailleurs sur plus de 195 pays dans le monde. Je sais pas, en fait, Google n'est pas d'accord avec le nombre de pays de toute façon. Donc, mais en substance. Ça dépend, Non, mais c'est ça vrai. dépend si tu es en Chine, à Taïwan et tout. Ça Ouais, change. voilà, il y a ça, il y a ces trucs-là. Donc, bon, bref, on va dire 195 pays dans le monde, c'est ce qu'on affiche officiellement, sachant que je crois qu'ils en comptent plus de 200. Mais bon, bref, l'idée, c'est que on repasse tous les pays, toutes les catégories de tous les pays. Enfin, c'est toutes les catégories de tous les villes, de tous les pays du monde, régulièrement en roulant pour avoir ça. C'est pour ça qu'on a autant, en fait, de statistiques finalement sur le truc, qu'on a 275 millions de résultats, entre guillemets, qui vont être ensuite remise à jour. Encore une fois, c'est important de le garder en tête. À chaque fois qu'un client va demander une catégorie dans un pays, même si on l'a remise à jour la veille, il va être reprocessé juste pour avoir les dernières notes, les dernières photos, les derniers emails, les derniers trucs. Alors, c'est pas la veille, c'est 7 jours. Oui, pardon, C'est t'as toujours. raison. Voilà. C'est dans la semaine. C'est-à-dire que si on a 3 clients qui font restaurant Paris la même semaine, on ne va pas le faire 3 fois. Parce qu'on s'est dit, c'est quand même utiliser la puissance de scrapping mal utilisée, quoi. Donc voilà. C'est juste Il n'y a pas de changement petit détail. notable. Bien Ouais, sûr. en une semaine, ouais, non, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. C'est clair, c'est clair. Autre nouveauté, donc, on avait parlé Ouais, autre nouveauté, mais là, pour les features, je crois qu'on a fait le tour, mais en revanche, sur ce qui s'est passé en interne de Scrap.io. Ouais. Du coup, on a commencé à recruter un peu. On travaille avec Melody sur le support que nos clients, avec qui nos clients ont peut-être eu l'occasion de parler depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Et donc là, on a commencé plutôt avec François aussi pour les vidéos notamment. Puis là, on a commencé cet été à recruter deux développeurs. Alors c'est vrai que c'est un truc que je procrastinais un peu de mon côté. Parce que je suis pas sûr de pouvoir gérer des développeurs, mais bon, ça se met un petit peu en place, donc c'est cool, quoi. C'est juste un coup à prendre, voilà. Parce qu'avant cet été, en fait, tout le code qui était sur Scrap.io, tout le code de scrapping aussi, c'était moi qui l'avais fait tout seul. Donc là, effectivement, on transitionne d'un modèle où je suis tout seul à un modèle où faut faire participer des gens. Donc c'est tout un truc, toute une nouvelle expérience, ouais. Voilà. J'ai une vraie question qu'on m'a posée, et je pense que certaines personnes se la posent également, c'est est-ce que ça fait sens ou pourquoi ça fait sens de recruter des développeurs qui sont quand même toujours chers, enfin c'est des budgets importants en matière de recrutement, à l'heure de l'IA, c'est-à-dire pourquoi vous dépensez de l'argent alors qu'il y a l'IA pour coder? Alors l'IA, nous on s'en sert maintenant, c'est-à-dire que j'ai pris avec Sarah qui est rentrée, qui travaille avec nous maintenant, je lui ai dit d'utiliser Claude et on lui a pris un abonnement à Claude pour qu'elle puisse l'utiliser quand elle est en train de coder. L'IA, on s'en sert comme une aide, comme une assistance, et je pense que maintenant que nos métiers évoluent vers ça, on se sert de plus en plus de l'IA pour lui poser des questions, etc. Maintenant, l'IA, est-ce qu'aujourd'hui, je pense que l'IA, elle est bien pour faire des scripts, pour faire des petites tâches, pour automatiser des petits trucs. Mais pour gérer un SaaS, c'est pas pareil. Pour gérer une application, c'est pas pareil. Il y a des questions d'architecture, par exemple, parce que nous, le volume de code qu'on a sur Scrap.io, il est assez conséquent. Donc, comment est-ce qu'une IA peut gérer… Alors, je dis pas que ça va pas venir, hein, je sais pas de quoi est fait l'avenir, mais au jour d'aujourd'hui, une IA ne peut pas gérer un projet, elle peut gérer un script, ce qui n'est pas pareil du tout. Elle peut gérer ce qu'on met dans un fichier, du code qu'on met dans un fichier, mais du code qu'on met dans 50 fichiers, dans 100 fichiers, elle ne peut pas le gérer. Et il y a aussi des questions d'architecture ou des choses comme ça qu'on ne peut pas non plus résoudre comme ça, quoi.
Voilà. Ouais, pour bien comprendre, parce que moi j'en fais quand même beaucoup en fait, des projets no code, code simple, dans n'importe quel langage avec de l'IA, mais je suis capable de faire quelques dizaines de lignes de code sans comprendre effectivement exactement tous les détails, mais c'est pas important puisque j'ai juste besoin de dialoguer avec la machine. Pour certaines IA aujourd'hui, comme celle de Replit, elles sont capables de choisir l'infrastructure technique et la bonne solution, c'est-à-dire de mettre plutôt ça en Node.js, en Python, en truc sur un truc, ou de faire du Flask pour faire une API. Donc ça, elles sont capables de le faire. Mais en revanche, l'IA a une fenêtre contextuelle aujourd'hui qui est impossible de dépasser, c'est-à-dire qu'elle va être capable de pondre 200-300 lignes de code, mais dès lors qu'il va falloir débugger le truc, il faut lui renvoyer tout le truc, il faut qu'elle ait ça en contexte de mémoire, et il faut lui renvoyer à chaque fois pour qu'elle réponde tout le truc. Et aujourd'hui, c'est extrêmement coûteux malgré tout de faire des gros trucs, et encore des gros trucs dans la notion où c'est très limité. Alors effectivement, ça va sans doute évoluer avec les agents, avec tout ça, mais aujourd'hui, en fait, il y a une vraie différence entre un mini SaaS et un vrai SaaS, c'est-à-dire que rien que la partie architecture de Scrap.io, c'est-à-dire héberger des bases de données où il y a 275 millions de lignes avec des trucs, c'est déjà extrêmement compliqué en soi d'un point de vue architecture, sans même parler du code, mais juste cette partie-là, quoi. Derrière ça, il y a des enjeux effectivement qui sont ceux de créer des abonnements, d'avoir des autorisations, tout ça c'est sur mesure, parce que en fait, là encore, il n'y a pas de template particulier, tout a été codé en fait pour les besoins de Scrap.io par Julien, comme tu le disais en fait, et que ça a été fait vraiment sur mesure, quoi, en fait. Alors après, on peut se dire, ouais, mais un abonnement, c'est un abonnement. Oui, mais un abonnement, il faut lui attribuer les permissions de recherche, ce qu'il a le droit de faire dans les fichiers, d'exporter tel ou tel champ, de faire tel ou tel filtre. Tout ça, en fait, c'est vraiment des trucs qui sont, quand on le voit un peu de l'extérieur, on se dit que ça n'a pas l'air si compliqué que ça, sauf que, effectivement, quand on rentre un peu dans les détails du truc, il y a des choses qu'on peut faire très rapidement, effectivement, avec de l'IA quand on est, comme moi, non développeur, mais c'est très, très loin d'un boulot de développeur malgré tout, quoi. Il y a ça, et puis il y a le problème aussi de l'IA qui hallucine, des fois, qui te donne des réponses, et c'est pas toujours correct. Donc en fait, nous on utilise l'IA comme une aide, comme un support. Des fois, tu as un sujet, je sais pas, tu te demandes par exemple où placer un bout de code. Un exemple typique, voilà, tu fais une recherche, tu as un abonnement basique à Scrap.io. Ah, c'est sur ça qu'on est en train de travailler en ce moment. Tu as un abonnement basique à Scrap.io. Tu veux autoriser uniquement la recherche par ville. Où est-ce que tu mets le bout de code qui va vérifier ça, tu vois? Est-ce que tu le mets dans tel fichier ou dans tel fichier ou... Alors, si on prend les trucs de manière indépendante, c'est facile en fait. Tu fais un if, quoi, machin. Mais après, comment est-ce que tout le code s'architecture entre, tu vois, comment est-ce que tous les blocs se placent les uns avec les autres? Ça, c'est plus compliqué à réfléchir. Et donc, Ouais, bien sûr. c'est plus compliqué que ça en a l'air. Après, l'IA, ouais, je pense que il faut prendre le pli, il faut l'intégrer dans la manière dont on travaille. Mais pour le moment, elle n'est pas encore assez puissante pour faire des SaaS de manière autonome, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est essentiellement les Et puis, fenêtres, la capacité à raisonner un projet dans sa globalité. je pense qu'en fait, le jour où elle le sera, enfin autonome dans le fait de faire des SaaS, je pense que le fait de faire des SaaS sera de toute façon obsolète. C'est-à-dire que si on peut faire un SaaS en tapant une ligne, en disant fais-moi un SaaS qui fait du scrapping Google Maps, bah, toi, tu vas pas lancer un business en disant je vais lancer un business de SaaS qui fait du scrapping Google Maps, parce que le mec en face, il peut l'obtenir en une ligne, quoi. Donc, ça sert à rien. C'est Tu vas toujours un pas le éternel débat, rentabiliser, tu vois. c'est-à-dire, bah, ça dépend. C'est le nombre de personnes qui connaissent, en fait. C'est le nombre de personnes qui C'est une utilisent question pour l'IA par rapport moi. au nombre de personnes qui ne l'utilisent Ouais. pas encore. Pour moi, les business on rentre sur un autre sujet, tu vois, mais pour moi, les business sont viables uniquement à partir du moment où il y a une petite barrière à l'entrée, tu vois. Si tout le monde peut le faire, tu peux pas te démarquer, tu vois. Si tout le monde peut faire un truc de scrapping Google Maps en tapant une ligne de code, est-ce que ça devient un truc qui peut être rentable? Est-ce que toi, tu peux être rentable là-dessus? Il va falloir se démarquer par autre chose, tu vois. Ou alors, tu te démarques par le marketing et tu fais quelque chose dans le marketing que les autres ne peuvent pas faire, ou sur lesquels il y a une barrière à l'entrée. Mais si tout ce que tu fais, tout le monde peut le faire en deux lignes, bah, ça va être compliqué, quoi, tu vois, d'être rentable. C'est vrai, mais ça, quand on prend certains secteurs, on regarde tous les outils de scrapping sur LinkedIn, un sujet qu'on a un peu exploré avant.
Au départ, il y en avait peut-être un ou deux. Aujourd'hui, il y en a vraiment une pléthore, mais une pléthore qui est juste gigantesque. Est-ce que pour autant, les acteurs historiques, dont certains qu'on connaît bien, ont disparu? Est-ce qu'ils font moins d'argent? Est-ce que le business périclite? Je pense que c'est compensé par la croissance du marché, c'est-à-dire jusqu'à un certain point, le fait qu'il y ait de nouveaux arrivants dans le marché compense le fait qu'il y ait de nouveaux concurrents, que ça soit plus simple. Et c'est plus simple de coder aujourd'hui un SaaS pour faire de l'extraction LinkedIn parce que tu as plein d'API qui existent, tu as plein de solutions techniques en fait. Avant, il fallait tout faire soi-même. Aujourd'hui, tu as plein de mecs qui vendent des datasets, des trucs. Enfin, tu peux avoir la base de données aujourd'hui et tu peux te permettre de remettre à jour avec des API quasiment et tu peux faire un SaaS pratiquement en une semaine, quoi, sur un truc comme ça, en partant de zéro, avec un peu de cash, hein, j'entends. Mais si tu voulais le lancer, tu pourrais le faire aujourd'hui beaucoup plus simplement. Et est-ce que les grands acteurs historiques du scrapping sur LinkedIn sont morts? Loin de là, quoi, pour l'instant. Pour Non, l'instant, mais je ne c'est dis pas ça. que ça va rester figé. Mais Non, mais là c'est un autre sujet. C'est le sujet, est-ce que enfin, soit tu explores un nouveau marché, soit tu vas dans un marché existant. Mais si tu vas dans un marché existant, en fait, tu as, un effet où ce qu'on appelle le winner takes all, tu vois. Tu as des gros acteurs qui sont établis, et toi, arriver demain avec ton scrapper LinkedIn, ça va être compliqué, quoi. ouais. Tu vois, donc, parce qu'il y a déjà des gens qui sont sur le marché et qui trustent les positions. Alors, LinkedIn, c'est un sujet un peu particulier quand même, parce que tu as un effet où plus tu es connu, plus LinkedIn va te détecter vite et va flaguer ton extension et va restreindre tes comptes. Donc, tu as quand même un avantage à être moins connu, peut-être. Tu vois. Hmm. Parce que Beaucoup ont évolué sur des trucs ils ont aspiré les bases de données, ils font plus que de la mise à jour, c'est plus du scrapping en temps réel, Ouais. c'est d'autres technos qui sont utilisés. Les extensions ont quasiment toutes disparu sur ces principes-là. Mais bref, on s'éloigne un peu du truc, mais c'est quand même intéressant, effectivement, et c'est une question qui revient beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont cette question-là, mais par rapport à leur propre business, que ce soit sur LinkedIn, sur Scrapping, sur n'importe quel techno aujourd'hui, des gens qui ont peur finalement de ce qui va arriver avec l'IA, quoi. Bah, après, ça Ils va sont en toujours être danger. le. Ouais. Après, j'en parlais avec un pote l'autre jour qui me disait en fait que le business des SaaS allait un peu mourir parce que les LIA étaient capables de faire, de faire des SaaS. Moi, ma réponse là-dessus, c'est que en fait, le business des SaaS, enfin, quand on n'est pas développeur, quand on n'est pas technique, on se dit que la plus grosse barrière à l'entrée pour entrer dans le business du SaaS, c'est de savoir faire du code. Mais en fait, Hmm. ça se saurait si tous les développeurs avaient des business de SaaS qui crachent des millions, tu vois. Donc, c'est pas la principale barrière à l'entrée. C'est la principale barrière à l'entrée, c'est de trouver un produit market fit. C'est de trouver un truc qui Ouais, marche. Après, quand tu as un produit market fit, finalement, les compétences de développement, que ce soit l'IA qui les fasse ou un développeur, ça se trouve. Mais le c'est plus ça. dur, en fait, c'est pas de faire un SaaS. Le plus dur, c'est de faire un SaaS qui marche. C'est de trouver quelque chose qui vend, de faire un truc que les gens veulent acheter. C'est ça le plus compliqué. Et ça, c'est pas des compétences techniques qui le résolvent, en fait. Donc, l'IA qui puisse faire des SaaS, c'est bien, mais c'est un faux problème aussi. Voilà. Non, clairement, tu as totalement raison sur ce truc-là. Il y avait déjà des solutions, ça réduit juste effectivement les budgets ou les barrières à l'entrée du marché. Et encore, en fait, c'est pas l'IA aujourd'hui ne peut pas cloner Scrap.io, pas encore. Peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, je dis pas, mais aujourd'hui, en l'état actuel, non. Et puis le jour où ça arrivera, on sera sans doute pas les seuls à devoir se faire du souci parce que il y aura beaucoup d'autres secteurs qui ont été impactés avant, des gens qui servent à faire de la paperasse, par exemple, des avocats, des notaires, des gens comme ça. En fait, on peut déjà largement obtenir ou se dire qu'on pourra très facilement les remplacer par une IA qui sera beaucoup moins chère, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, des fonctionnaires, des gens qui sont de l'administratif en général. Et je pense que là où les plus gros gains de productivité à aller chercher seront sans doute les premiers impactés pour des raisons d'argent, de budget qui vont être évidentes. Mais bien sûr que l'IA, en revanche, va faire évoluer les business, mais ça a déjà été le cas. C'est-à-dire qu'il faut le voir de deux angles différents. C'est le premier, est-ce que c'est un danger? Ou le deuxième, est-ce que c'est un assistant? Est-ce que c'est un super assistant? Est-ce que c'est de super nouveaux pouvoirs? Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant sans l'IA, par exemple. Ce que moi j'ai fait, c'est créer des fichiers massifs avec Scrap.io, les qualifier avec l'IA et passer 10 000 lignes pour récolter des infos, synthétiser des propositions de valeur à partir de la description d'un site internet, c'était possible de le faire avant. Mais faire 10 000 lignes, le faire traiter par un humain, tu vas lire la page,
la homepage d'un site internet et me la résumer en 150 mots et me le faire sur 10 000 lignes, il me le livrait au bout d'1 an. Et ça me coûtait peut-être 1 an de salaire. Et encore, s'il arrive à le faire, c'est quelque chose qui est juste titanesque. Ça, l'IA a permis de le faire en quelques heures maintenant et moyennant quelques euros de budget. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire, c'est-à-dire que ça permet d'améliorer la qualité de ce qu'on peut faire. C'est ça le côté positif. Assistant. Ouais, super assistant et surtout de pouvoir faire vraiment quelque chose qui, de faire vraiment de la personnalisation, par exemple, dans des campagnes de call mailing, parce qu'en fait, on va utiliser l'IA d'une manière intelligente à partir des data qu'on a. J'ai fait là, il n'y a pas longtemps, un petit lead magnet qui fait un audit de page de fiche Google Maps qui est basé à la fois sur l'API de Scrap.io et l'API d'OpenAI. Et ça, j'ai pu le faire grâce à Claude qui m'a fait tout le code et finalement faire un truc qui est un outil qui apporte de la valeur à nos clients pour aller utiliser par exemple dans leur campagne de prospection et montrer en fait ce qu'on peut, avec les data qu'on récupère, mettre finalement en place dans des campagnes. Donc il y a plein de choses en fait qu'on peut voir d'un aspect positif qui était totalement infaisable avant, ou alors du moins pas par des gens comme moi. Et ça, c'est vraiment, c'est comme ça que j'aime bien le voir, mais en fait, c'est ouvert de nouvelles portes en réalité. Clairement. Non, moi, on l'utilise comme super assistant. Ouais. Mais je commence à avoir le réflexe. Je pense que toi, tu l'as depuis un moment parce que tu t'es un peu forcé à l'utiliser. Mais c'est vrai que maintenant, je passe mes journées à parler à Claude. C'est mon nouveau super pote. Et je lui pose plein de questions. Mais c'est rigolo parce que je me surprends à faire ça, tu vois. Mais même sur la vie perso ou sur plein de trucs. C'est ouais, qu'est-ce que tu penses de machin. La dernière fois, c'était pour acheter. Parce que je voulais acheter un nouveau motobike. C'est en Thaïlande, c'est les scooters, un nouveau scooter. Et je lui demandais, je lui dis voilà, j'habite ici, alors les routes, c'est un peu des routes terreuses, machin, j'hésite entre tel scooter et tel truc. Et elle me fait un truc, voilà, je pense que tu devrais prendre plutôt celui-là et tout. Donc c'est cool, quoi. Enfin, ouais, j'ai vraiment ce réflexe-là, ouais, de super assistant dans le boulot, mais dans la vie perso, dans tout, en fait. Ouais, c'est super efficace pour plein de trucs, quoi. Et il y a un truc qui est là, ChatGPT a le mode recherche web maintenant en temps réel et tu peux lui demander des comparatifs. Je l'ai fait là sur les trucs de disque dur. Enfin bref, je me suis amusé à le faire et tu lui demandes des reviews, des tests, il te sort les vidéos qui vont bien, il te sort tous les trucs. Enfin, il te fait vraiment le boulot de synthèse, quoi. Et ça, c'est vraiment un gain de temps qui est juste considérable. Il peut analyser les commentaires, les trucs. Pour énormément de sujets, effectivement, c'est devenu un réflexe et je pense que c'est une bonne décision en fait d'avoir l'habitude de travailler avec l'IA parce qu'une fois que tu y as goûté, effectivement, moi je n'utilise plus Google. Déjà, je l'utilisais peu avant, mais aujourd'hui pratiquement plus, quoi, parce que ça ne fait pas sens, quoi, en fait. Sur Google, il faut que tu te farcisses toi-même le boulot de recherche, de synthèse de trucs, visiter les sites. Là, en fait, tout est pré-mâché, quoi. Et c'est quand même un énorme avantage. Et du coup, mais je trouve que ce qui est dommage avec l'IA, c'est qu'il y a beaucoup de fantasmes sur est-ce que ça va faire ci, est-ce que ça va faire ça, est-ce que ça va pouvoir coder des SAS en une ligne, est-ce que ça va remplacer des gens. Sans doute, peut-être ou peut-être pas, mais c'est plus intéressant de prendre l'habitude d'utiliser ce qui existe déjà et de fonctionner au présent, tu vois, plutôt que de faire des projections et de la voyance et dire ouais, je vais pas faire de SAS parce que demain l'IA pourra faire du SAS en ligne. Peut-être ou peut-être pas, en fait, on verra. Ouais, c'est ça, peut-être ou peut-être pas, mais en attendant, le monde va changer avec ou sans l'IA, ça a toujours été le cas, quoi. C'est pas une grande nouveauté, le progrès est ainsi fait. Là, c'est l'IA qui va sans doute nous apporter le plus de un petit grésillement. Ouais, t'étais revenu, t'es reparti. Je sais pas si c'est de ton côté ou du mien. Je sais pas. Ah bref, je sais pas si on aura le grésillement, mais j'avais un grésillement insupportable dans l'oreille. Ah, ok. Bon. Ouais, ok. Bon, pour l'IA, on va pas s'étendre plus. Il y a déjà énormément de contenu sur le sujet. Mais en revanche, pour le côté développement, là, c'était intéressant puisque ça rejoint un peu qu'est-ce qui va arriver sur Scrap.io. Et ce que tout le monde dit d'ailleurs, maintenant que vous avez des devs, les features, elles vont pleuvoir, quoi. Ouais, alors là, on est surtout en train de faire du. Alors attends, je regarde si. Ouais, c'est bon, on m'entend toujours. On est surtout en train de faire du refactoring. Donc, qu'est-ce que c'est le refactoring? En fait, ça veut dire que tu codes, mais qu'il n'y a pas de changement. Donc, c'est-à-dire que tu prends ton code et tu le ranges. En fait, c'est comme ranger sa chambre. Au début, tu en as mis un peu partout pour faire
pour faire des nouvelles features, mais après, au bout d'un moment, il faut ranger un peu, quoi. Il faut mettre les choses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Tu te rends compte que, en fait, tu as rajouté tel bloc, mais finalement, tel bloc, il n'allait pas trop avec celui-là, donc il faut le remettre au bon endroit. Et parfois, il faut séparer un bloc en deux, il faut le mettre, voilà, faut faire ce travail-là. Pour moi, c'est vraiment le truc le plus important pour pouvoir durer dans le temps et pour pouvoir faire quelque chose de solide. Donc, c'est pour ça que je mets l'accent dessus. Après, c'est vrai que je pense qu'on va pouvoir effectivement livrer quand même plus de features. Notamment, il y en a au moins 2 qu'on veut livrer assez vite. C'est le fait de pouvoir rechercher des établissements Google Maps sans mettre d'activité. Donc ça aussi, c'est un truc que normalement, on n'est pas censé pouvoir faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé pouvoir dire qu'on veut toutes les entreprises d'une ville, par exemple. Mais avec notre méthode de pre-scrapping, on peut le faire, du coup. Donc on a tout réindexé de Google Maps, on pourra dire qu'on veut tous les établissements d'une ville, tous les établissements d'un département, d'une région. La seule contrepartie à ça, c'est que, en fait, aujourd'hui, on a limité la taille des fichiers à 100 000 résultats. Parce que en fait, pourquoi est-ce que je ne voulais pas le mettre avant? Parce qu'en fait, la taille des fichiers peut vite augmenter. Si on dit, par exemple, je veux toutes les entreprises de la région Île-de-France, on se retrouve avec des fichiers qui font des millions de lignes. Donc là, on va le livrer, ça, mais par contre, la taille des fichiers sera limitée à 100 000 résultats pour éviter les problèmes. Donc, mais ça fait sens avec la fonction d'élimination des doublons en même temps. Ouais. Donc, ouais, je pense qu'on va être, à mon avis, on va être les seuls à proposer ça. sur le marché, ça ne doit pas exister ailleurs. Il y a un autre truc, d'ailleurs, qu'on est les seuls à proposer, les gens ne sont pas au courant, c'est qu'avec l'API, on peut faire de l'enrichissement. C'est-à-dire que vu qu'on a fait ce pre-scrapping-là de Google Maps, on peut nous cracher de la donnée dans l'autre sens. C'est-à-dire à partir d'un email, retrouver l'établissement Google Maps, à partir d'un site internet, retrouver les établissements Google Maps qui sont liés à ce site internet. Donc ça existe sur l'API, ça n'existe pas sur l'interface, mais c'est une fonctionnalité qu'on propose, ouais. Voilà. Ouais. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, d'ailleurs c'est sur tous les plans. C'est vrai aussi, on communique pas assez dessus, mais j'ai prévu un ou deux petits scripts en fait pour montrer ce truc-là justement. Donc une petite page qui passe, qui montre le résultat. Donc tu rentres soit un email, soit une URL. Et effectivement, je te montre toutes les infos qu'on arrive à collecter nous. Et ça, je le mettrai sur LinkedIn bientôt aussi, en fait, puisque c'était une bonne manière de montrer le truc en action, d'un truc qui est peu connu, qui est peu finalement utilisé par nos clients. Et oui, c'est bien de le rappeler, c'est que tous les plans en fait sont sortis de l'accès à l'API avec toutes les features, quoi. Mais l'enrichissement, ce serait intéressant de voir si les clients, ça les intéresse, notamment d'y avoir accès par le site, parce que là, actuellement, c'est qu'une feature qui est cachée dans l'API, donc il faut avoir des connaissances techniques, il faut interroger l'API, etc. Ce serait intéressant d'avoir un retour des clients, de savoir si ça les intéresse, en fait, de pouvoir, par exemple, télécharger des fichiers d'email et d'avoir qu'on puisse leur fournir derrière les infos des établissements Google Maps. Le seul petit souci avec ce truc-là, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, parce que ce n'est pas évident, c'est qu'en fait, comme on scrape les établissements Google Maps et qu'on va scraper les sites et qu'on va scraper les emails sur les sites, bah, du coup, on peut avoir plusieurs établissements Google Maps qui mettent le même site. Je pense par exemple aux franchises. Par exemple, tu mets tous les McDonald's, ils vont avoir le site mcdonalds.fr. Donc, si on a un client qui nous télécharge un fichier avec contact avec mcdonalds.fr à enrichir, ou alors un domaine mcdonalds.fr, il veut les données Google Place, les données Google Maps qui correspondent à cette donnée-là. Le problème, c'est que nous, on va avoir je ne sais pas combien de centaines ou de milliers d'établissements qui correspondent. Et du coup, on met lequel? Donc, il y a des problématiques comme ça à réfléchir. Ouais. Faudra voir à l'usage. Après, ouais, c'est vraiment suivant comment les clients l'utilisent, quoi. Mais ouais, c'est une feature intéressante. Donc, mais je pense que les si gens. c'est quelque chose qui vous intéresse. Pardon? Je disais à vous de nous dire, aux clients, de nous dire si c'est quelque chose qui les intéresse. Ouais, il y a une autre option, sinon c'est... Ouais, tout à fait, tu as raison. En commentaire, dessous vidéo, dessous l'audio, suivant, ça sera. Ça serait l'enrichissement, mais via CRM. Ça, c'est un truc que beaucoup de concurrents, pas sur Google Maps, mais sur des fournisseurs de data proposent beaucoup, c'est-à-dire que les gens branchent leur CRM et ça enrichit directement les contacts à la volée. Quand tu rentres une nouvelle personne dans ton CRM, ça va aller processer les data, quoi.
Ça aussi, Ah bon, ouais, à c'est vous une de nous dire. Non, non, mais moi je suis ouvert complètement aux suggestions. On a une roadmap maintenant. Je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez aller sur roadmap.scrap.io et vous pouvez ajouter vos features. Déjà, on a la roadmap, hein, tout le monde. On a les features qui sont en cours de développement. Et si vous voulez faire une feature request, donc vous voulez demander une feature, vous pouvez poster un post et puis on verra si c'est faisable. Ouais. Alors, je sais pas si c'est toi ou moi, mais j'ai le retour son qui grésille. Moi, je te vois freeze régulièrement, ou en tout cas, je vois ton image qui Pareil chez saute. moi. Bon, bref. Ouais, Ah, c'est le techniquement, premier là, épisode, hein. Épisode ouais. 0, faut que ça essuie les plâtres techniques, c'est normal. Mais je t'entends bien par contre, donc c'est déjà ça. Ok, bon, super. Ok, donc les nouvelles features, ça on en a parlé. Qu'est-ce qui nous restait dans les sujets intéressants? Bah, qu'est-ce qu'on fait du coup fin d'année? C'est quoi le programme? C'est quoi les projets ou du moins les objectifs des mois à venir? Qui était la dernière grande discussion finalement pour boucler sans doute un petit peu cette discussion. Alors, les objectifs, de quel point de vue? Les features? Euh, Non, non, là plutôt pour Scrap.io en tant que tel, enfin au sens large, général, donc l'année 2025, sur quoi est-ce qu'on va s'orienter? Là, on Alors, a vu qu'on avait déjà quelques éléments de réponse au travers des features à venir, mais c'est plus sur quoi on va aller s'orienter. alors, il y a deux choses. Déjà, la première chose, c'est que j'ai oublié de parler de la deuxième feature. Donc, la première feature, c'était Ah, c'est bien ça. effectivement le fait, voilà, le fait de ne pas rechercher, de ne pas mettre d'activité, de pouvoir récupérer tous les établissements Google Maps d'une localité. Et la deuxième feature, du coup, sur laquelle on veut travailler de manière assez rapide, parce qu'elle est extrêmement demandée, c'est le fait d'enrichir les résultats avec les données sirènes, notamment sur les établissements français. Donc de Ouais, rajouter les noms des dirigeants, ce genre de choses. Alors on en a parlé pas mal avec Sébastien. Nous, ce qu'on veut faire, c'est rajouter des informations dans les fichiers, mais par contre, on veut rester quand même focus Google Maps, quoi. Le but, c'est pas non plus de faire du filtrage sur des infos de ce type-là. Voilà. c'est ça, c'est l'idée, encore une fois, c'est pas de faire un société info, c'est d'ajouter des datas qui peuvent être pertinentes pour la prospection en matière de segmentation ou en matière de personnalisation. Donc, typiquement, avoir le prénom du dirigeant, ça fait sens quand on envoie un call mail. Euh, Ça fait sens parfois de pouvoir. Ouais, ça grésille beaucoup. Bref, je sais pas si tu Tu... l'entends, toi. T'entends pas de grésillement? Non, j'entends pas bien grésillement. Alors, je pense que ça vient de toi. Ah mince. Attends, Ouais, ça vient de chez toi, oui. Oui, oui, ça vient de chez toi, c'est ça. Ok, attends, je vais switcher le micro alors du coup. Ah là là. Audio. Que là, ça Ah, marche mieux. le son est moins bon, mais en revanche, il n'y a plus du tout de grésillement. Ouais, ouais, c'est parfait. Ouais, fallait me le dire. Ok. Ok, donc ouais, pour revenir sur cette partie-là d'enrichissement donc des infos, c'est effectivement pas l'idée qu'on puisse euh, vraiment faire des recherches par typologie de boîte, rechercher des SARL ou des SAS. Ça va être juste d'ajouter dans les colonnes d'export de nos fichiers effectivement des informations supplémentaires quand on les a sur les entreprises, parce que ça fait sens d'un point de vue prospection, encore une fois, donc de dire, OK, un dirigeant, c'est bien si je peux lui envoyer à lui directement l'email, et c'est encore mieux si je peux mettre son prénom ou son nom, m'adresser personnellement à lui directement plutôt que de l'envoyer sur un mail générique ou du moins avoir un email, un texte, une copie qui soit générique, qui va être forcément moins lu. On a fait quelques essais dessus. Effectivement, quand on adresse vraiment la personne, des dirigeants de petites boîtes, ça multiplie par deux, moi dans mes tests, deux et demi les taux d'ouverture pour le même message exactement, envoyer la même boîte. Et c'est loin d'être négligeable et c'est pour ça que ça fait sens en prospection. Carrément. Carrément. Donc, du coup, les objectifs. Ouais, les objectifs pour 2025. Bah, du coup, moi, du côté produit, l'objectif, en fait, c'est de standardiser un petit peu notre code. Donc, c'est pour ça que là, je parlais de refaire du refactoring. Parce qu'en fait, on a dans l'idée, on a d'autres idées de SaaS à lancer. Et du coup, si on arrive à mettre un peu notre code au propre,
ça va être d'autant plus facile. Donc, on a ces features-là livrées sur Scrap.io. On a potentiellement d'autres idées derrière d'applications à lancer. Alors, tout le monde va demander, mais quelle application? Et on va dire, vous verrez. C'est ça. Et voilà. C'est du teasing. Donc, ouais, c'est pas exclu du tout qu'en 2025, effectivement, la famille de Scrap.io s'agrandisse d'un petit frère ou d'une petite sœur. Ça restera toujours de la data, ça restera toujours dans le même univers, en fait. Mais pour ceux qui nous suivent, ils seront évidemment au courant et avertis en temps et en heure. Donc et ça passe par la remise à jour donc d'un template en fait. Et bien c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont remarqué effectivement qu'il y a une forme de continuité avec Linkit qui était le premier SaaS du coup et Scrap.io. Bah, il y aura sans doute une forme de continuité graphique en fait et d'univers un petit peu qui se ressemblera avec Scrap.io. Donc les gens ne seront pas perturbés comme ça. Ouais, pas que, ouais. Même, je pense qu'il y a plusieurs. En fait, nous, l'idée, c'est de réutiliser un peu toute l'expérience qu'on a maintenant dans la manière dont on gère un SaaS, dont on le fait avec du code, mais aussi dans la manière dont on le vend, dont on parle aux clients sur le support, enfin, tout ce qu'on sait faire, en fait. Maintenant, on peut le réutiliser ailleurs, donc il n'y a pas de. Voilà. Et C'est ça sera ça. sans doute, ça ressemblera beaucoup, je pense, ouais, c'est sûr. Oui, et pourquoi ça sera la même équipe certainement de support, la même équipe de développement, la même équipe en fait, et la même philosophie encore une fois. Et c'est aussi l'avantage d'ailleurs pour plein de gens qui cherchent toujours des idées de business à lancer, c'est déjà de partir de ce que vous connaissez. Et si vous avez déjà un business, bah, si vous restez dans la même logique d'audience, c'est quand même beaucoup plus facile de démarrer quand vous avez des gens qui vous connaissent déjà, des gens qui vous font confiance, des gens qui achètent déjà des produits. Donc, vous connaissez déjà leurs besoins, vous en satisfaisez certainement une partie. L'idée pour construire quelque chose qui va plus loin, c'est sans doute de répondre à un besoin qui est dans la continuité de celui que vous satisfaisez déjà. Parce qu'en fait, vous avez une forme d'expertise qui est déjà reconnue par vos clients. Il y a plein de secteurs sur lesquels on pourrait se dire c'est génial, on pourrait faire un SaaS crypto, un SaaS machin, un SaaS truc, mais on n'a Ouais, pas la exactement. légitimité, on n'a pas l'audience, et forcément, c'est une perte d'énergie qui est considérable, parce qu'aussi bien les gens nous considèrent comme légitimes sur du scrapping Google Maps, pour cause, mais sur du scrapping, je ne sais pas, ou même sur des cryptos, on ne va pas avoir cette reconnaissance ou cette légitimité aux yeux des gens. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas, ça veut dire que les gens ne nous l'attribuent pas. Et c'est très important dans le mécanisme de vente, c'est-à-dire que vous pouvez être le meilleur, mais si personne pense que vous l'êtes, ça ne sert à rien en fait, et vous vous battez contre des croyances des gens, et c'est beaucoup plus compliqué à faire changer que d'utiliser déjà ce pourquoi vous êtes déjà connu, reconnu, ou ce pourquoi vous avez déjà en fait une audience qui vous suit. Et c'est vraiment Ouais. un énorme point qui fait avancer vite. Non, mais il y a ça, il y a aussi l'expérience que tu as dans le fait de gérer un SaaS qui parle d'un sujet particulier. Quand il passe 8 heures par jour et que tu t'intéresses vite fait à la crypto, ton expérience enfin, c'est pas la même, quoi. Tu es beaucoup plus expérimenté sur le sujet. Et il y a un autre point qui est très important, je pense que vraiment, il y a des gens qui sous-estiment ça, mais de malade, en fait. Tout à l'heure, je disais que en fait, pour moi, la plus grosse barrière à l'entrée pour lancer un SaaS, mais je pense que c'est la même dans tous les business, c'est de trouver un product market fit. C'est de savoir ce que les gens veulent acheter. Et en fait, quand Ouais. toi, tu es en contact quotidien avec tes clients, tu as un avantage, ce qu'on appelle en anglais un unfair advantage, à pouvoir savoir ce qu'ils veulent. Parce que tu leur parles tous les jours. Et donc, si tu leur donnes, tu fais juste ce qu'ils veulent, ce qui est ce qu'on va faire d'ailleurs. Hein. Nous, en fait, l'idée de ça, ce qu'on a, c'est pas de faire un truc révolutionnaire. C'est juste qu'on a beaucoup de clients qui nous demandent un truc sur le support. On dit bon, ben, on va leur donner quoi. Et on sait que les autres acteurs n'ont pas cette info-là en fait. Et en fait, toi, quand tu veux te lancer dans un nouveau domaine qui est shiny, parce que tu te dis voilà, je vais lancer un truc dans les cryptos parce que c'est crypto, ça m'intéresse machin, ben tu te retrouves au même niveau que tous les autres en fait. Tu te dis ouais, je vais faire un truc de trading machin, mais en fait, s'il faut, il y en a déjà 10 milliards sur le marché et personne ne va acheter ton truc quoi. Donc C'est non, ça. l'info de le contact avec les clients, l'info de ce qu'ils veulent, elle est vraiment importante. Ouais, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Et puis le fait d'avoir une audience, encore une fois, c'est plutôt que d'aller chercher En une plus, nouvelle oui. audience. Quand on a déjà une,
sous la main qui te connaît, qui achète déjà chez toi, c'est quand même beaucoup plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un qui t'a déjà acheté un truc plutôt que d'essayer de convaincre un total inconnu. Et on le sous-estime souvent, ce truc-là, mais c'est quand même un énorme accélérateur en réalité. D'ailleurs, c'est comme ça que Scrap.io est né, c'est-à-dire qu'on a utilisé nos audiences qu'on avait déjà sur 2 activités, on a fait une offre irrésistible sur un produit qui n'existait pas avant qu'il soit codé, et ça a marché parce que les gens nous connaissaient aussi. Ouais, non, mais t'as raison. T'as raison sur le côté de l'audience, mais pour retracer un peu l'histoire de Scrap.io. Avant Scrap.io, il y avait Linklead V2 qu'on a essayé de lancer et ça a pas marché. Et pourtant, on avait l'audience, tu vois. Donc, c'est pas qu'une question Ouais. d'audience. Pour moi, le principal, alors l'audience, c'est super intéressant quand tu as un truc qui vend. Mais déjà, il faut avoir le truc qui vend, tu vois. Et j'ai des gens, tu vois, qui me demandent, ils me disent, ouais, vous avez Scrap.io, ça a l'air de bien marcher. Moi, j'aimerais bien faire un SaaS aussi. Qu'est-ce que tu me conseilles pour faire un SaaS? Moi, je leur dis, mais il faut pas faire un SaaS, en fait. Ce qu'il faut que tu fasses, faut que tu ailles sur LinkedIn ou sur machin, tu vas essayer de vendre ton temps, tu vas essayer de parler avec les gens, de savoir ce dont ils ont besoin, et tu vas le faire à la main. Et après, une fois que tu trouves un truc que les gens, ils ont du mal à faire un truc et tu es obligé de leur faire à la main, ben, tu peux trouver une manière d'automatiser. C'est là que tu transitionnes vers un SaaS, en fait. Mais vraiment, le truc voilà, d'identifier ce que les gens veulent, il est important, tu vois. Pour moi, Ouais, clairement. c'est central, tu vois. Alors pour nuancer ce que tu disais quand même sur l'audience, tu as raison, ça garantit pas le succès. Mais en revanche, quant à l'audience, tu peux toujours pivoter. C'est ce qu'on a fait aussi. Oui, c'est clair. C'est-à-dire qu'en Non, mais c'est fait, clair. c'est les deux, c'est l'alliance des deux. Oui, Mais bien sûr. je mets juste en exergue ce point-là, c'est que la plupart des gens essayent de passer sur un nouveau truc, de se dire, OK, mais si j'allais là, je pourrais vendre ça à telle audience. Mais sauf que cette audience-là, elle te connaît pas, elle t'achètera pas facilement et naturellement à toi. Alors que quand on a déjà une, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide finalement pour Clairement. faire des essais. Mais ça ne veut pas dire que l'essai il va te conclure à chaque fois. Ça veut dire que simplement, si tu leur vends pas à eux, il y a à peu près zéro chance que tu vendes à des inconnus, quoi. Donc ça amplifie encore plus rapidement les résultats du test. Si les gens à qui tu prends déjà de l'argent, qui te font confiance, n'achètent pas ton truc, c'est que l'idée elle est pas bonne. Passe à la suivante. Ça te Clairement. permet juste de Non, pivoter plus vite. ouais, ouais. Non, mais t'as raison. T'as raison. Mais c'est les deux, ouais. C'est ça. Mais ton audience peut Bref. être très limitée au début, hein. Ça peut être, si tu fais de la prestation, ça peut être tes 3 clients avec qui tu fais de la prestation, quoi. Et Ah oui, et clairement. si eux, ils achètent pas, c'est qu'il y a déjà eu un problème, quoi. Ah non, très clairement, très clairement. Mais la connaissance marché, ouais, c'est le truc le moins sexy du monde, mais c'est le truc le plus fondamental. Ouais. Mm. C'est clairement ça. Alors Nous, que on les n'y est gens, pas arrivé. ouais, alors que les gens pensent que c'est le problème, c'est le code, mais c'est pas le code le problème, tu vois. Ah Hmm. si, mais non. Mais si, mais non. Ou les gens pensent que le problème, c'est le code ou l'audience. Alors ça aide, hein, de savoir coder et d'avoir une audience, mais moi, enfin, nous, on l'a expérimenté avec Linklead, Linklead V2, c'est pas ça qui fait de l'argent, hein. Ouais. Et En pour la fait, la petite différence. Ouais, bah, vas-y, je te laisse parler là. Non, je disais, pour rappel, pour la petite histoire, Scrap.io, on a vendu en fait la première offre avant que le SaaS n'existe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de code qui était produit en fait en réalité et le truc ne fonctionnait pas. C'est pour dire qu'en fait, effectivement, c'est pas le code qui fait la différence parce qu'il a fallu le coder après, mais au moins on était sûr qu'en fait, il y avait des gens qui voulaient l'acheter. C'est ça. Et en fait, avant, j'avais essayé de lancer Linklead V2, qui était une sorte d'évolution de la V1, et qui était sur le scrapping LinkedIn, et ça n'a pas du tout marché. Et en fait, on a réussi à vendre des abonnements sur Linklead V2, on a réussi à en vendre quelques-uns. Mais en fait, c'est en faisant des grosses promos et des machins. En fait, avec une audience et en faisant du code, tu peux essayer de forcer et faire un peu d'argent vite fait, mais en fait, tu as l'impression de pousser, t'as l'impression de pousser un rocher, tu vois, sur une pente qui est contre toi, en fait. C'est-à-dire que si tu pousses Mm. pas un malade, t'es en train de faire des promos, des machins, des trucs, bah, le truc, il te revient dessus, en fait. Donc, t'es obligé de faire des efforts vraiment importants pour faire un petit peu d'argent, tu vois. Alors que quand tu as un produit market fit, ce qui a été notre cas avec Scrap.io, t'es dans le sens du vent, en fait. Tu pousses un truc, mais ça va tout seul déjà. Et Ouais, c'est ça. j'ai vraiment eu ce ressenti de pousser contre le vent versus pousser dans le sens du vent, tu vois. Et ça, Ouais, c'est pas, tu peux avoir tout le code, toute l'audience du monde, ça change rien. C'est vraiment, vraiment important, quoi. Voilà. ouais, clairement. Clairement, c'est le truc le moins sexy du monde, mais c'est vraiment ça en fait, le truc, la base de la base, mais vraiment encore une fois, et c'est vrai que répondre à une problématique douloureuse, urgente et reconnue, et si possible récurrente, c'est la base du truc, mais c'est ce qui assure le succès des SaaS, ouais. Et le plus rigolo, c'est que c'est souvent des trucs qui sont pas sexy, en fait. Les bonnes idées,
les bonnes Ouais. idées, elles sont pas sexy. Et c'est normal, en fait, parce que si elles étaient sexy, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un qui l'aurait fait, tu vois. Donc si déjà t'as une bonne idée, mais que tu dis: «Oh là là, ouais, je sais que le client il veut ça, mais bon moi, je pense pas que ça va marcher et puis de toute façon, j'ai la flemme machin», bah, en fait, là tu tiens le truc, quoi. Parce qu'en fait, c'est si toi tu penses comme ça, c'est-à-dire que tout le monde pense comme ça et c'est-à-dire qu'il y a tu potentiellement un trou dans le marché, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Ah ouais, mais il reste encore une fois plein de problématiques, de trucs. D'ailleurs, souvent, on a fonctionné avec nos propres besoins. Les premiers essais qu'on a fait pour Scrap.io, enfin avant Scrap.io, c'était des clients qui nous ont demandé des fichiers, enfin des extractions, et on a vendu des fichiers Excel, quoi. Et c'était ça, en fait, les prémices du truc, quoi. Mais c'était finalement, quand on le regarde un peu rétrospectivement, c'est un outil au départ pour répondre à une problématique. On aurait pu vendre de la prestation ad vitam en se disant on va se faire un outil qui va juste nous simplifier la tâche finalement et qui va faire en sorte de, bah, de juste rester interne, quoi. Et finalement, c'est Mmh. devenu ce que c'est devenu, quoi. Bah, à la base, c'est ce qu'on avait fait, hein, au tout début, LinkedIn, je l'avais raconté dans un post LinkedIn au début, nous on avait fait, on s'était rendu compte, mais ça date, c'était il y a 10 ans, on s'était rendu compte qu'en fait l'AFNIC, le registraire des points .fr publiait toute la journée, enfin tous les jours, pas toute la journée, mais tous les jours, la liste des nouveaux domaines en .fr qui ont été enregistrés. Et donc on s'était dit: Mmh. «Attends, mais si on fait un WHOIS dessus», donc le WHOIS, c'est ce qui permet de connaître, enfin ça marchait avant le RGPD, ça permettait de connaître le propriétaire d'un domaine. Donc on s'est dit, si on se fait un whiz dessus tous les jours, eh ben, on pourra en fait tous les jours avoir une liste de nouveaux contacts, parce que dans le whiz, tu as l'email, de nouveaux contacts qui ont enregistré un nom de domaine. Et du coup, on s'était fait une app comme ça, et tous les jours, on avait une nouvelle liste d'emails avec des gens qui ont enregistré un nom de domaine, et on allait leur envoyer un email. Et j'avais essayé, moi, à l'époque, d'envoyer des emails pour vendre mes sites WordPress, ça marchait super, quoi. C'est des gens qui venaient juste d'enregistrer un site et tout, donc voilà. Ouais. Donc tout Ouais, ça ouais. pour dire que en fait, la V1 de Linklead, c'était un dérivé de ça. C'est en fait ça qu'on avait réadapté pour le vendre en abonnement, quoi. Ok, ok. Donc du coup, pour le deuxième SaaS, ok, on en a parlé rapidement, donc ça arrivera courant 2025 si tout va bien, et normalement il n'y a pas de raison. Et puis pour la croissance même de Scrap.io, bah, le focus ça va être l'international. On a parlé de quelques stratégies, effectivement, en pleine réflexion sur les stratégies pour aller chercher des influenceurs. On s'est un peu questionné sur certaines strates. On a regardé un petit peu ce qui nous a apporté beaucoup de visibilité sur le marché français francophone. Euh, et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait les influenceurs. On a pas mal, finalement, on n'est pas très ou networking, mais on a eu quelques belles rencontres, du moins, ou quelques jolis posts LinkedIn qui ont finalement contribué assez largement, finalement, à nous faire connaître. Et on s'est dit qu'effectivement, ça devait être sans doute un canal qu'on sous-estimait, qu'on ne travaillait pas assez, qu'on allait sans doute aller regarder un petit peu comment aller chercher, trouver, contacter et puis connecter avec des influenceurs. Quand on dit des influenceurs, on ne parle pas de Nabila aux États-Unis, mais on parle de gens qui ont des audiences dans le domaine de la grosse, de la prospection B2B, sur le marché anglophone en général, et des gens qui ont dans leur audience les clients qui nous intéressent. On a toujours des campagnes de call qui tournent sur des agences web, sur des gens qui sont un peu nos clients idéaux. Mais le canal, effectivement, des influenceurs est aussi un truc sur lequel ça peut aller très, très vite, finalement. Parce que il suffit d'un post parfois pour avoir une exposition qui est juste incroyable. Et en plus, le canal est quand même beaucoup plus intéressant sur un aspect de conversion parce que quand un créateur de contenu, quand un influenceur parle à son audience d'une découverte qu'il a faite, les gens ils vont en confiance, quoi. Ce qui n'est pas du tout la même logique que le call mailing où les gens vont être un peu, on vient les chercher, on vient les démarcher, on est des inconnus, il faut un peu montrer patte blanche, il faut leur apporter des trucs, il faut faire ses preuves en réalité. Là où en fait l'influenceur, lui, il va jouer, il va apporter finalement sa crédibilité, sa notoriété, son autorité auprès d'une audience. Et finalement, trouver ces gens-là, ça va être sans doute un truc, pour le faire, bon, on a quand même des canaux assez faciles à identifier finalement. Entre YouTube et LinkedIn, il y a du monde. Il va falloir trouver, tester quelques stratégies et puis mettre ça en place parce qu'effectivement, ça peut être de gros coups de boost, d'autant qu'on reste encore très très loin du potentiel de notoriété pour Scrap.io à l'international comparativement à celle qu'on peut avoir sur le marché francophone. Tout à fait, exactement. Ok.
Ça fait déjà une petite heure qu'on bavarde pour une première, enfin pour une émission zéro avec les problèmes techniques, on va dire que ça sera un bon premier rodage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser ça en commentaire, n'hésitez pas à nous laisser également votre avis, vos suggestions, vos retours sur les quelques questions, sur le nom de l'émission également, la grosse émission, ce qui est pour ceux qui ont la ref. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ce type de jeu de mots, donc ça m'amuse. Donc la grosse émission, ça sera sans doute le nom de code qui restera, et puis des contenus qui évolueront, pas forcément que des podcasts de cette manière-là, mais peut-être des choses qu'on a évoquées avec Julien, ça pourrait être des interviews, effectivement, de gens qui sont dans l'écosystème des SaaS, de la prospection, des gens avec qui on pourrait échanger aussi, pas seulement nous, tout seuls dans notre coin, mais faire des rendez-vous réguliers tous les deux, en fait, ça peut être quelque chose qu'on va généraliser, si évidemment c'est quelque chose qui vous a plu, qui vous a parlé, et on attend tout ça dans les commentaires pour voir si ça vaut le coup d'y consacrer un petit peu de temps. Julien, le mot de la fin? Tout à fait. On vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Alors, je sais pas s'il y a autant de gens qui sont restés aussi longtemps, mais n'hésitez pas à nous dire, ouais, effectivement, vos suggestions, vos questions, etc. Voilà. Nous, on voulait avoir un petit peu une présence qui soit revenir un peu à être un peu présent, parce qu'il y a beaucoup de gens parce qu'avant on faisait du contenu, notamment surtout Sébastien, il y a beaucoup de gens qui demandaient des nouvelles à chaque fois, voilà. Donc on veut juste euh, être présent de temps en temps pour raconter les nouvelles de ce qui se passe chez nous sur Scrap.io et éventuellement sur d'autres applications. Et voilà. Donc c'est juste un test, ce premier format, mais on verra s'il y a d'autres choses qu'on peut structurer peut-être un petit peu plus ou des choses comme ça. Ouais, Voilà. exactement. Ok, on va se dire à bientôt dans le prochain épisode, le premier du coup, puisque là on est sur le zéro Oui, c'est avec le les zéro. plates. C'est le zéro, c'est ça. Exactement. C'est l'émission test. Allez, à bientôt dans la prochaine. Ciao. À bientôt. Salut.